Willkommen, bienvenue, welcome dans un nouveau Vlogmas. Tching tching. On a tous connu ce moment au mois de décembre où on se demande merde, qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter à Tata Janine ou à Tonton Jean-Mich. À la dernière minute, on rentre dans une librairie, on voit le bandeau prix Goncourt, prix Renaudot ou prix Femina, on l'achète et on l'offre à Tata. Advienne que pourra, Inch'Allah, youpi. Et comme je suis d'humeur magnanime et vraiment bienveillante, j'ai décidé pour vous de lire cette année les 3 prix principaux, donc le Renaudot, le Femina et le Goncourt. Je lirai peut-être le Médicis plus tard, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé le temps ni la motivation, alors que les 3 qui ont eu les prix sont des livres qui m'attiraient. Il y en a un que j'avais même déjà lu avant qu'il ait le prix, c'est-à-dire le Goncourt de Jean-Baptiste Andréa. Et depuis, j'ai donc lu Triste Tigre de Neige Sino qui a obtenu le prix Femina aux éditions POL et Les Insolents de Anne Scott qui a eu le prix Renaudot aux éditions Calman Levy. Et je vous fais donc tout de suite un petit retour sur ces 3 livres pour que vous sachiez quoi acheter à Tata, à Tonton, à Mamie, à Pépé, à Grand-Maman, à ma mère, à mon père, à qui vous voulez. Je vais commencer tout de suite avec Les Insolents de Anne Scott publié aux éditions Calman Levy. Les Insolents, ça raconte l'histoire de Alex qui décide de quitter Paris pour aller vivre dans une petite maison dans le trou du cul du Finistère, en Bretagne. Elle choisit cette maison sur internet, elle ne la visite même pas, elle voit quelques photos, ou même pas, je ne sais plus, enfin bref. Vraiment, elle y va au culot. Elle, ce qu'elle veut, c'est partir de Paris, s'isoler, genre s'exiler. Elle veut pas forcément changer de vie, elle veut pas un nouveau départ, elle veut pas dire voilà je quitte tout pour redevenir quelqu'un d'autre ailleurs à la campagne. Non, elle veut juste s'exiler, elle veut quitter Paris, elle veut quitter un peu l'anxiété que peut procurer Paris, elle veut quitter cette espèce de climat anxiogène dans lequel tout va vite à Paris et donc elle décide pour cela de partir au Finistère. C'est un peu comme un coup de tête, vous voyez, c'est vraiment pas une décision très réfléchie, elle le fait rapidement comme ça et elle ne mesure pas forcément les conséquences de ce qui l'attendent arriver à la campagne et les conséquences que cela peut induire aussi sur sa vie sociale. Je dois vous avouer que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman. Je ne connaissais pas du tout Anne Scott. Anne Scott, elle n'est pas toute jeune, c'est une romancière qui a déjà 10 romans à son actif. Pendant un temps, elle a été comparée à Virginie Despentes avec une écriture un peu acerbe, à mon avis. Hein. Je n'ai jamais lu Anne Scott à part ce roman-là, mais je pense que la comparaison vient d'ici. J'ai vu quelques extraits vidéo et témoignages de l'autrice. C'est vrai qu'elle a un petit côté Despentes, effectivement. Et là, pas du tout avec ce roman. C'est un assez court roman de 300 pages qui vraiment procure un sentiment de plénitude et de bien. Je me suis vraiment senti très englobé par le roman, mais pas englobé par de la mièvrerie ou de la niaiserie ou des choses cucu, genre le bobo parisien qui se casse de la capitale pour aller apprendre à faire du pain et élever 3 poules. On n'est pas du tout là-dedans. Même je crois que l'autrice le revendique, hein, qu'elle est contre cette idée et cette espèce de cliché du parisien qui va démarrer une nouvelle vie. On est avec cette jeune femme, Alex, qui est très, très tendre. Enfin, moi je me suis très vite pris d'affection pour elle, on sent que ça n'a pas été toujours tout rose dans sa vie, elle est compositrice de musique de film, donc bon, elle connaît, elle a du réseau dans Paris, mais elle vit pas non plus la grande vie, elle a jamais été sélectionnée pour faire des musiques de grands films, etc. Et même si on n'est pas dans le cliché de la parisienne qui arrive à la campagne, il y a quand même quelques scènes qui sont assez drôles, genre je me remémore une scène où un crapaud rentre dans la maison de Alex et donc elle est complètement terrorisée à l'idée que ce crapaud soit dans la maison et comment faire pour le faire partir. Il fait froid, il fait humide parce que bah voilà, on est en Bretagne, il pleut, on est au bord de la mer, elle est vraiment pas très loin de la plage. Elle n'avait pas pensé qu'elle n'a pas le permis, qu'elle n'a pas de voiture, donc dans un petit village. Et donc de sa maison qui est à 7 km du centre-ville, elle peut pas aller faire les courses, enfin, elle est obligée de marcher quoi. On est dans ces petites situations cocasses et à travers des flashbacks de la vie de Alex, mais aussi de ses 2 meilleurs amis, donc Jacques et Margot, qui eux ont décidé de rester vivre à Paris. On va en apprendre plus sur ces 3 personnages, même si Alex reste le personnage central, il y a Margot et Jacques qui sont très présents, ce sont des personnages qui ont la cinquantaine, j'ai oublié de vous le dire, donc c'est des personnages qui ont déjà une certaine maturité, une certaine expérience de vie, même si le personnage de Margot est un peu plus excentrique et un peu plus volage, on va dire. On est avec des personnages qui ont une consistance, qui ont un vécu, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que du coup ça en fait un roman assez mature et un roman chaud, voilà. Tout comme Alex a envie de se recentrer sur l'essentiel de ce qu'est sa vie, donc elle, vraiment la musique est arrivée à la campagne, elle ne fait pas grand chose à part écouter de la musique et essayer de s'approprier cette nouvelle vie en allant marcher à la plage, etc. L'autrice fait l'économie de mots également, je vous l'ai dit, le roman est court,
les descriptions ne sont pas pompeuses, les relations pareilles, les phrases ne sont pas avec des tiroirs, de digressions, de machin, des kilomètres qui font des plombes et des plombes. Non, c'est assez court, assez concis, sans pour autant en perdre la beauté du paysage du Finistère ou la beauté de cette vie un peu plus douce et lente. C'est vraiment un roman qui est concis. Je sais pas vraiment où ça se situe dans la bibliographie de l'autrice, j'ai pas ce recul, mais moi j'ai trouvé que c'est vraiment un roman apaisé, posé et qui c'est vrai peut faire du bien dans une société actuelle un peu anxiogène, et je trouve qu'il n'est pas du tout moralisateur non plus. L'autrice ne nous dit pas, vous voyez, c'est cette vie-là, cette vie douce, lente à la campagne, que je vous dis qu'il faut accepter, parce qu'il y a d'autres personnages qui continuent de vivre en ville, et elle dépeint un peu les situations, c'est factuel, quoi, voilà, il y a pas, elle n'est pas clivante dans son écriture, elle n'est pas clivante dans son histoire et dans ce roman, c'est un roman qui est plutôt neutre et qui nous permet juste de nous évader le temps de quelques pages. Petit aparté pour dire que je ne jugerai pas de la qualité de ces textes par rapport au prix qu'ils ont reçus. On sait très bien que les différents prix, que ce soit le Goncourt, le Renaudot, le Femina, le Médicis, le prix de Flore, le prix Vepler, etc., c'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Vraiment, enfin, c'est synonyme de vente pour les auteurs, mais en termes de qualité littéraire, je ne pense pas que ce soit un gage de qualité particulier. C'est un jeu, la preuve en est, c'est que dès l'instant où on a su que Neige Sino avait eu le prix Femina, elle était presque déjà hors jeu du prix Goncourt, parce qu'on sait très bien que l'Académie Goncourt ne veut pas décerner le même prix que le Femina, et vous voyez, donc c'est complètement débile, parce que un texte qui pourrait, par exemple, le texte suprême, qui aurait toutes les qualités et qui serait le texte parfait, le livre parfait, ne pourrait pas, à cause de ce jeu de pouvoir, obtenir deux prix, donc voilà. Je ne juge pas de la qualité littéraire de ces prix. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous renvoie à la vidéo de Marie de Qu'est-ce qu'on lit, qui avait fait une vidéo pour montrer à quel point la construction systémique des prix littéraires était complètement dégueulasse. Et moi, je ne fais que les lire parce que je sais que, malheureusement, enfin, malheureusement ou pas, je ne sais rien, mais des personnes qui ne sont pas forcément lecteurs, ou alors, c'est complètement con cette vidéo parce que je m'adresse à des lecteurs, donc si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes principalement lecteur. En tout cas, des personnes qui veulent acheter un cadeau un peu à la dernière minute, ou qui veulent offrir un livre, ou c'est même la tradition, hein. Parfois certaines personnes offrent traditionnellement le Goncourt à quelqu'un dans leur famille. Ben voilà, moi j'ai dit je vais lire ces trois prix-là. C'est des livres que je pense j'aurais lu, enfin c'est sûr que Triste Tigre je l'aurais lu, Les Insolents d'Anne Scott pas du tout, mais Triste Tigre et le Goncourt, Veiller sur elle, je l'avais même déjà lu, donc je me dis, ça peut être sympa de faire une petite vidéo thématique. Ensuite, j'ai lu un roman qui a fait grand bruit, donc Triste Tigre de Neige Sino aux éditions POL. Triste Tigre de Neige Sino, je ne sais pas vraiment comment le catégoriser, et je ne peux pas vraiment porter de jugement de valeur non plus, car c'est un livre qui se questionne tout le long du bouquin, en tout cas une autrice qui se questionne tout le long du livre sur comment raconter ce que l'on ne peut pas raconter. Pour ce qui est des faits de cette affaire, Neige Sino a été violée par son beau-père lorsqu'elle était enfant, je crois à partir de 6 ans, quand le beau-père est entré dans la vie de la famille, jusque peut-être ses 15 ans. Et elle a décidé à la vingtaine de parler, de dénoncer son beau-père dans le but de protéger ses petits frères et ses petites sœurs qui eux vivaient encore avec cette mère et ce beau-père prédateur. Suite à sa plainte, il y a eu procès et le beau-père de Neige Sino a été condamné à 8 ans de prison, je crois, au lieu de 20. Il a pu depuis sortir de prison et refaire sa vie avec une nouvelle femme et avoir 4 nouveaux enfants. Quand je vous dis que le roman et que l'autrice par extension se questionnent tout au long des pages, c'est vrai parce que le roman est protéiforme. C'est presque un kaléidoscope dans lequel le lecteur regarde et voit cette histoire sous différents angles. Le roman s'ouvre sur le portrait du violeur. Je crois que, je ne sais plus comment s'appelle le chapitre, mais c'est le portrait du violeur ou le portrait du bourreau, où Neige Sino décide de faire le portrait de ce beau-père. Parfois, on a des images d'archives avec des articles qui ont été publiés dans la presse au moment des faits. On a des réflexions beaucoup plus poussées de Neige Sino qui est, je trouve, d'une... je sais pas vraiment comment dire ça en français, self-consciousness, genre elle arrive beaucoup, enfin en même temps je pense que là elle doit avoir une quarantaine d'années à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui l'a marqué et qui doit être en boucle dans sa tête depuis qu'elle a vécu ce drame, ce viol, mais elle est très consciente de ce qui lui est arrivé et elle arrive, je trouve, d'une façon remarquable qui ne largue pas du tout le lecteur, c'est-à-dire à parler d'elle et à ce qu'elle a vécu et
tout ce à quoi elle pense et ce sur quoi elle se questionne et les choses dont parfois elle n'a pas la réponse ou dans lesquelles elle essaye d'apporter un élément de réponse sans en être sûre. Enfin, tout ce cheminement de pensée, le cheminement de pensée de Neige Chino sur sa propre expérience est très très bien écrit. Ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas de la fiction, c'est pas de la non-fiction, c'est un récit narratif, non-fictionnel. Enfin, c'est vraiment un roman, je trouve, qui a un livre, un texte, qui a une forme qui lui est très particulière et non dénuée de beauté dans l'écriture, en tout cas de fulgurance, sans même devenir... En fait, ça tombe pas dans l'essai, ça ne tombe pas dans la fiction ou l'autofiction ou dans le témoignage pur et simple. C'est un roman qui se repense à chaque page et à chaque chapitre, qui se transforme et qui évolue en même temps que l'autrice décide d'évoquer quelque chose et de réfléchir à quelque chose, de penser à quelque chose. Beaucoup de thématiques et de questions sont abordées dans ce roman. Principalement, moi, celui qui me revient beaucoup, c'est pourquoi moi ? Pourquoi Neige Chino se pose la question ? Pourquoi le beau-père, mon beau-père, s'est pris à moi? Ils étaient plusieurs dans la famille. Il n'y a eu que cette plainte qui a été prise en compte. Lors des procès, le beau-père a toujours dit qu'il ne pourrait jamais faire ça à un autre enfant, que c'était uniquement envers Neige Chino. Et d'un autre côté, elle raconte très bien qu'il était manipulateur, comme la plupart de ses prédateurs, et que est-ce qu'on peut croire ce qu'il a dit à son procès? Est-ce qu'on peut le prendre pour argent comptant? Mais elle se pose cette question de façon assez forte et présente. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui ai subi ces viols sur tant d'années? C'est aussi un texte qui nous montre que... Enfin, qui prouve que le viol n'a pas de classe sociale, par exemple. C'est complètement débile à dire comme ça, mais la famille de Neige Chino habitait à la campagne, dans une petite maison où ils n'avaient vraiment pas de moyens, ils refaisaient tout eux-mêmes, enfin voilà. Ils étaient pas riches du tout, économiquement, mais c'était pas non plus une grande misère, il y avait une certaine misère, mais qui était voulue, presque choisie, et moi je le mets forcément enfin forcément oui ou non, mais je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans, je sais plus quand c'est sorti, mais le roman de Camille Kouchner, La Familia Grande, qui raconte la même chose, sauf qu'elle, elle racontait pas sa propre expérience, mais l'expérience de son frère jumeau. Et là, on était dans une famille beaucoup plus cossue, beaucoup plus sociale. C'était même la bourgeoisie, l'aristocratie française par excellence. Certains médias disent que ces phénomènes se sont beaucoup passés à une certaine période de la France parce que... sous couvert de liberté sexuelle et d'éducation, il y a eu beaucoup de dérives. Alors oui, c'est sûrement vrai, effectivement, mais là, c'est pas du tout le cas de Neige Chino. C'était vraiment un homme, un connard, un prédateur qui l'a fait. On ne peut pas cacher, excuser ses actes par une certaine liberté sexuelle. Sur la question de l'écriture, de transformer le récit, enfin de transformer son expérience, son matériel, elle appelle ça son matériel, l'autrice, donc sa vie, ce viol, en un livre, en quelque chose d'art, elle est assez ambiguë et elle n'a pas forcément la réponse parce que je l'ai entendu dire plusieurs fois que faire de l'art avec cette vie, avec ce matériel, la dégoûte un peu. Elle est quand même assez ambivalente. Il y a une certaine dissonance cognitive, je pense, dans ce qu'elle fait. D'un autre côté, elle fait pas de l'art et en même temps, elle l'écrit pas pour se sauver. Elle est contre l'idée de l'écriture comme thérapie, ou en tout cas de l'écriture pour se libérer. L'aveu, le fait de dire que je me suis fait violer, le fait d'aller voir la police et maintenant de le mettre par écrit, ce n'est pas ça qui la sauve, ce n'est pas ça qui lui permet forcément d'aller mieux. L'écriture n'est pas salvatrice, l'écriture n'est pas protectrice, l'écriture ne libère pas d'un poids, l'écriture ne... C'est pas comme si, voilà, on le dit et forcément les choses, après l'aveu, enfin l'aveu, non, elle n'avoue rien, après la déclaration, vont s'améliorer. C'est vraiment pas mal d'appuyer encore là-dessus dans ce livre parce que ouais, c'est une idée peut-être communément acquise, que c'est déjà quand on le dit, c'est qu'on a réussi à faire un travail sur soi et que le dire va permettre de libérer la personne, alors que pas du tout. Donc voilà, c'est un texte qui m'a évidemment remué, touché. L'autrice est parfois très explicite avec les mots qu'elle utilise. Faut le savoir, je sais que certaines personnes ne peuvent absolument pas lire un roman sur lequel, ou un livre, ou un texte dans lequel on parle d'actes sexuels envers des enfants, donc sachez-le, il y a des moments explicites dans le livre. Alors je sais pas si c'est nécessaire, mais pour ma part déjà de 1, ça ne me dérange pas. Me faire bousculer, me
permet peut-être de mieux comprendre les choses. C'est complètement ridicule de dire il faut que je lise qu'il y a eu tel acte envers un enfant pour que je le comprenne et que je l'implique, mais c'est vrai que moi, ça renforce le propos quand je lis quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, je vais conclure là-dessus. Quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle va chercher des références dans la littérature. Je vais vous en citer pêle-mêle. Il y a 3 pages de références, enfin sur ma liseuse, 3 pages de références bibliographiques. Mais évidemment, Lolita de Nabokov, Le Voyage dans l'Est et l'inceste de Christine Angot, King Kong Theory, Retour à Reims, Iribon, Mémoire de fille, Annie Ernaux, À ce stade de la nuit, Maëlys de Kerangal, L'œil le plus beau de Toni Morrison. Enfin, voilà, elle n'hésite pas à questionner la littérature, à questionner des personnes qui ont vécu la même chose. Christine Angot avec l'inceste et le voyage dans l'Est. Nabokov qui raconte cette histoire par la fiction. Ça m'a donné très envie de découvrir Lolita de Nabokov. Je pense que ça va être un peu le point d'orgue de cette lecture pour moi, de la mettre en relation avec d'autres textes également, comme elle a pu le faire dans son livre. Je salue le travail, je salue la force qu'elle doit avoir, surtout que de par le féminin et de par le fait que le livre a fait grand bruit, hein, déjà avant même qu'il ait un prix à la rentrée littéraire, l'autrice a été invitée sur de nombreux plateaux, de nombreuses chaînes de radio. Je l'ai même entendu cette semaine, il n'y a pas plus, ce week-end, c'était le Salon du Livre de Montréal et j'écoute la radio montréalaise, donc j'écoutais Ici Première. Et dans l'émission de je ne sais plus comment elle s'appelle, une émission de l'après-midi, Marie-Ange Parizeau, un truc comme ça, il y avait Neige Chinaud, donc qui a parlé de son livre aux Québécois. Et voilà, elle doit revivre cette histoire. Je pense que déjà ça fait 40 ans qu'elle vit avec cette histoire et là, du fait que le livre a du succès en plus, c'est qu'elle est beaucoup interrogée là-dessus, ça doit être très fort, donc je salue ce travail monumental. Et enfin, le dernier livre dont je vous ai déjà parlé, donc je vais vous en reparler peut-être un peu plus brièvement, c'est Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa aux éditions de l'Iconoclaste, qui a eu le prix Goncourt. Alors du coup, malheureusement, je n'ai pas le petit bandeau prix Goncourt 2023 car je l'ai acheté avant. C'est un roman de 561 pages, je crois que c'est le 4e roman de l'auteur. Effectivement, il y a eu Ma Reine en 2017, 100 millions d'années et un jour en 2019, Des Diables et des Saints en 2021 et maintenant en 2023, Veiller sur elle. C'est le 4e roman de l'auteur, c'est le 3e que je lis, donc je vais forcément lire 100 millions d'années et un jour, qui est le dernier que je n'ai pas lu, qui est détonnant dans la liste des prix Goncourt en tout cas, car je vous le dis tout de suite, on est dans un roman qui est quand même plutôt grand public. Et je ne dis pas du tout ça de manière péjorative car j'ai adoré et dès le mois de fin août, je crois début septembre, je vous disais que c'était mon coup de cœur de la rentrée, donc je ne suis que joie à l'idée qu'il puisse encore plus se vendre et être découvert tant en tant qu'objet livre, Veiller sur elle, que l'auteur Jean-Baptiste Andréa, qui selon moi est un auteur français contemporain très prometteur. Donc Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, n'en déplaise aux grincheux de l'Académie ou de France Culture, c'est un roman romanesque. C'est un roman qui va nous raconter une histoire de 2 personnages et qui va le faire au moyen d'histoires, de rocambolesques, de nouvelles situations, de péripéties. C'est un roman, pas d'aventure, mais un roman qui rebondit, un roman qui est vif, car on va suivre Mimo, qui est élevé par sa mère, et sa mère n'arrive pas trop à s'en occuper, elle habite en France. Elle décide de l'envoyer chez son frère ou son oncle, enfin dans quelqu'un de la famille, à Gênes, dans un petit atelier, enfin à côté de Gênes, dans la campagne génoise, en Ligurie, dans un petit atelier de sculpteur. Le monsieur qui l'accueille est sculpteur et Mimo va donc suivre une éducation de sculpteur. Ce petit atelier est situé dans la cour d'un grand palais génois bourgeois avec une famille bourgeoise qui y habite et dans cette famille bourgeoise il y a une petite fille de l'âge de Mimo qui s'appelle Viola et très vite ils vont se croiser dans le jardin, ils vont se rencontrer et nouer une certaine amitié qui évoluera par la suite, vous le savez bien, en amour, vous en doutez. C'est un roman qui commence donc au début du 19e siècle et qui va évoluer, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il se termine, peut-être à la moitié du 20e siècle. Oui, 20e siècle. Au début du 20e siècle et qui va se terminer à la moitié du 20e siècle. Donc c'est un roman qui va passer par les différentes guerres mondiales, qui va connaître le fascisme de Mussolini. Et on va être avec des personnages qui vont grandir en même temps que ce siècle plein de remous et qui vont évoluer de façon plus ou moins différente en fonction des courants politiques, des débats d'idées, des objections de conscience, etc. L'auteur, je vous l'avais déjà dit, par exemple dans Des Diables et des Saints, est très attaché à l'art. L'art de manière générale, donc dans Des Diables et des Saints, on est surtout sur la musique, car on est avec un personnage mélomane.
Là, on est dans la sculpture. C'est quelqu'un qui joue avec les mots, qui a des tournures de phrases peut-être parfois un peu maladroites et grossières, mais qui, pour moi, font mouche. Vraiment, je suis baladé, je suis transformé, pas transformé, je suis baladé et transporté par les mots de l'auteur, même si, je vous le dis parfois, c'est peut-être un peu maladroit. C'est quelque chose qui, moi, me fonctionne avec moi. Du fait qu'on est dans ce roman qui avance en même temps que les personnages grandissent, cette petite mélodie qui apparaît à travers les phrases et les descriptions me sied. Ça existe au pluriel, me plaise en tout cas. Je vous invite aussi à sinon retourner voir ce que j'en avais dit dans ma précédente vidéo de la rentrée littéraire. En tout cas, moi c'est un roman que je n'hésiterai pas à offrir, c'est un roman que j'ai déjà recommandé, que je vais donner probablement à quelqu'un dans ma famille. Enfin plutôt prêter car j'ai envie de le garder, prêter à quelqu'un de ma famille car j'ai vraiment... Vous voyez, j'ai tout aimé, le bouquin fait 600 pages, j'étais pris dedans, je n'arrivais pas à le lâcher, c'est page turner en même temps car on a envie de savoir, il y a un espèce de petit mystère presque fantastique, un espèce de réalisme magique avec des sculptures qui seraient... envoûtante, ensorcelante. Moi j'adore et ça m'a fait passer un excellent moment. Donc voilà, vous pouvez le voir, on est avec 3 romans qui ont obtenu des prix qui sont dans des veines totalement différentes. Celui qui a peut-être le plus l'étiquette prix de la rentrée littéraire, ça serait, je pense, le Renaudot, Les Insolents de Hans Scott, qui est le moins clivant et le plus reposant, comme je vous dis, mais aussi le moins, peut-être le plus parisien. Et encore, l'autrice n'est pas tant parisienne de ce que j'ai vu d'elle dans les quelques vidéos que j'ai regardées. Celui qui est le plus grand public, évidemment, c'est le prix Goncourt. Cela est plutôt étonnant car on est plutôt du côté du Renaudot d'habitude parce que bah, voilà, Delphine de Vigan a eu le Renaudot, Amélie Nothomb a eu le Renaudot. Ce sont des autrices qui vendent beaucoup déjà en temps normal à une grande frange de la population. Donc cette année, c'est le Goncourt. Ça n'a pas été simple, je crois qu'il y a eu encore une égalité, 13 voix contre 14 et que c'est Didier Decoing, le président de l'Académie, qui a départagé le vote pour que ce soit Veillé sur elle qui obtienne le prix Goncourt et le Féminin qui est cette année hyper poignant, hyper touchant, hyper fort, en émotion, sans être sensationnaliste ou très impudique. C'est un roman qui n'est pas impudique, même si l'autrice n'hésite pas à être explicite. Donc 3 romans pour 3 genres de... peut-être 3 publics, 3 cibles différentes. 3 romans qui moi m'ont beaucoup plu à divers degrés pour diverses raisons. Je vous parlerai probablement plus tard dans l'année ou dans le mois, je ne sais pas, de Que ma joie demeure de Kevin Lambert qui a obtenu le prix Médicis. Car Kevin Lambert, je vous en avais parlé je crois dans ma toute première vidéo YouTube, car j'avais adoré Quenelle de Brest pour le titre québécois mais Quenelle pour le titre français, donc Au Nouvel Attila. Son second roman, non qui était le premier mais qui a été le second publié en France, Tu aimeras ce que tu as tué. Quelque chose comme ça m'avait également beaucoup plu, donc je vais forcément lire Que ma joie demeure, car c'était déjà prévu que je le lise, sans même qu'il obtienne le prix Médicis. Si je lis d'autres prix, le prix du roman Fnac, que j'aime beaucoup, a été gagné par Jean-Baptiste Rivera, donc on verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, je vous invite à la liker, vous pouvez la commenter, la faire voyager, la partager. Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.